Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie Decker et je travaille pour Nobatech INEF4. Donc, je vais tout d'abord me présenter, puis ensuite je ferai une introduction un peu entre ce que l'on vient de voir, la vidéo qu'on vient de voir, et quelques travaux que j'ai menés et que je suis en train de mener. Donc, on parlera notamment d'un guide que nous avons rédigé sur comment limiter l'usage d'équipements, notamment dans les constructions bois. Et puis, via ce guide, en fait, il y a un répertoire de solutions qui sont présentées, donc je vous en parlerai pour notamment la construction bois avec des exemples d'opérations. Et puis, in fine, je vous parlerai également des solutions innovantes, justement, d'aller de l'idée jusqu'au marché, aussi en lien avec ce qui avait été présenté au tout début, je crois, sur les freins et verrous au niveau réglementaire, notamment. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Stéphanie Armand Decker, donc j'ai notamment certaines expériences en énergétique et physique du bâtiment. J'ai également travaillé sur des projets avec des retours d'expérience via des instrumentations sur des bâtiments réels. J'ai réalisé une thèse dans le cadre de conception multicritère, un petit peu en lien avec ce qu'a montré tout à l'heure Philippe Gallimard, puisque j'ai notamment développé une méthodologie d'optimisation multi-objectifs de bâtiments bois multi-étages à l'époque, donc qui avait été soutenu en 2015. Depuis, j'ai travaillé sur de nombreux autres projets, dont des projets pas tout à fait dans ma thématique au départ, de coordination de projets européens, Nature for Cities, notamment sur les solutions fondées sur la nature. Et puis, plus récemment, je travaille à l'accompagnement d'industriels, comme par exemple ici, j'ai mis Immoblade comme exemple, qui est un industriel avec qui je travaille, qui développe des brises soleil permettant de limiter justement les apports solaires en été et de les maximiser en hiver, et donc qui par exemple peut être une mesure ou un système utile, par exemple dans les constructions bois, pourquoi pas. Et puis je coordonne également un projet européen H2020 qui s'appelle Meta Building Labs et qui vise à mettre en œuvre notamment un réseau de bandes d'essai pour l'innovation ouverte. Donc, juste en synthèse, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Nobatech INEF4 est un centre de recherche appliquée qui vise notamment à faire un transfert entre, on va dire, les solutions innovantes de la recherche vers le marché, et donc qui vise à vraiment pousser la transition énergétique et environnementale dans le domaine de la construction. Donc voilà, revenons du coup au sujet. On a parlé du coup de masse, d'ajouter de la masse dans la construction bois. Donc la première question que je pose en fait, c'est la faible masse volumique est-elle un avantage ou un inconvénient? Donc c'est vrai qu'un bâtiment bois de 100 mètres carrés au sol et de 2 étages par exemple pèse environ 70 tonnes contre 200 tonnes pour un bâtiment de même dimension réalisé avec des matériaux traditionnels. Et donc, du coup, déjà, de base, on voit beaucoup d'avantages aux matériaux bois, qu'on a cités aussi, là, depuis tout à l'heure. Donc, le premier, c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau qui peut être local. On a des ressources un peu partout sur le territoire. C'est un matériau qui est facile à travailler, facile à transporter, idéal pour la préfabrication, parce que, notamment, c'est un matériau léger. Et puis, bien sûr, dès qu'on dit que c'est un matériau léger, c'est là où ça tique. Et on dit c'est léger. Tout à l'heure, on en a parlé. Il y a le grand méchant loup, etc. Mais en fait, on l'a bien montré juste avant, il y a quand même beaucoup de systèmes constructifs et de solutions qui sont adaptés pour la construction multi-étage en bois au niveau mécanique. Là, ici, ce à quoi on s'intéresse, c'est toujours la même problématique, toujours léger. Et là, la problématique, c'est le confort. Donc, effectivement, c'est léger, donc faible masse volumique induit finalement une faible inertie thermique. Donc, la faible inertie thermique, derrière, nécessite, et ça c'est vrai, une conception soignée pour assurer le confort thermique. Par exemple, on peut, comme on l'a montré tout à l'heure, avec les briques
comment ça s'appelle, en terre, mais issue des... Ouais, c'est de la terre crue, mais de sédimentation du bassin, oui, voilà, c'est ça. Et puis, peut-être en le couplant à une surventilation nocturne, assurer le confort dans un bâtiment bois. Donc, il est possible d'ajuster ce niveau d'inertie. Et in fine, il y a beaucoup d'avantages, en fait, à cette faible inertie. Et du coup, au fait que ce soit léger. C'est adapté à des sols peu porteurs. Les bâtiments bois sont adaptés à des sols peu porteurs. Les systèmes de fondation sont moins imposants et moins coûteux. Un avantage qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que si le bâtiment a moins d'inertie, il y a aussi beaucoup moins de masse thermique à évacuer durant la nuit. Alors que si on a un bâtiment en béton derrière qui a accumulé beaucoup de chaleur, eh bien on va mettre beaucoup plus de temps aussi à l'évacuer pendant la nuit. Donc si on a plusieurs journées successives caniculaires, donc caniculaires vraiment au sens large, c'est-à-dire avec des périodes nocturnes qui ne baissent pas, eh bien, in fine, sans système de climatisation, un bâtiment avec beaucoup d'inertie va vraiment avoir beaucoup de mal à évacuer cette chaleur accumulée. Donc ça reste un avantage pour la construction bois. Enfin, c'est aussi adapté à des usages intermittents en hiver. Donc notamment le fait qu'il n'y ait pas d'inertie. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes déjà allé dans un bâtiment, je ne sais pas, en plein hiver, à la montagne, avec beaucoup de pierres, le temps que le bâtiment monte en température est assez long avec toute l'inertie qu'il y a. Un bâtiment en bois n'a justement pas cette inertie et a cet avantage de pouvoir monter très vite en température. Et donc, in fine, le gros avantage, c'est qu'on peut avoir recours à des solutions pour ajuster l'inertie thermique. Donc, le fait que ce soit une variable d'ajustement, pour moi, en fait un gros atout et un gros avantage, contrairement à un bâtiment de béton qu'on isolerait par l'extérieur. On aura beaucoup du mal, dans tous les cas, à lui retirer l'inertie si jamais on avait besoin de le faire en fonction des usages et du fonctionnement prévu. Donc, dans le cadre du guide que nous avons rédigé, l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant la plus-value apportée par le bois pour la conception justement d'ouvrages qui limitent à la fois l'usage et la complexité d'équipements techniques. Et donc, je vais vous présenter très brièvement ce guide et je ne vais pas avoir le temps de vous présenter toutes les solutions justement qu'on y a recensées. Mais la base, bien évidemment, c'est la conception bioclimatique, c'est l'usage de matériaux de préférence à faible impact environnemental comme celui que l'on a vu tout à l'heure. La démarche de frugalité est très importante et pour nous fait partie de cette base. Et on a aussi, à l'intérieur de ce guide, intégré aussi une réflexion sur l'architecture basée sur le biomimétisme, qui peut aider à réfléchir et à ouvrir l'esprit sur d'autres solutions innovantes. Les stratégies d'implication des usagers sont aussi primordiales pour assurer, par exemple, le confort thermique estival. Il faut inclure justement l'usager et la manière dont il voudra justement... voilà, il faut s'assurer que le bâtiment, in fine, ses équipements, etc., soient adaptés et soient acceptés et qu'il soit possible et facile d'utiliser le bâtiment par rapport aux usagers finaux. Et du coup, dans ce guide, on a sélectionné 11 solutions techniques et on a 14 bâtiments exemplaires qui sont présentés. Et on a aussi un chapitre qui donne des méthodes d'intégration dans les analyses environnementales et énergétiques. Alors, le guide lui-même a été publié en 2021, avant que c'était juste avant que la RE 2020 sorte, donc il n'est pas tout à fait adapté à la RE 2020, mais il en parle tout de même dans le guide. Depuis, il y a quand même plus d'avancées au niveau réglementaire thermique. Et puis également, pour chaque solution listée, il étudie le cadre réglementaire, normatif et assurantiel. Donc les solutions qui ont été sélectionnées dans ce guide ont été sélectionnées en tenant compte de plusieurs critères. On voulait qu'elles limitent l'usage, donc on voulait limiter l'usage des équipements. On voulait s'assurer qu'il y ait déjà des retours d'expérience sur ces solutions, que ce soit des solutions plutôt matures, c'est un des autres critères. On voulait aller plutôt vers des systèmes qui soient plutôt passifs et qui soient plutôt low-tech. Alors low-tech surtout au niveau de l'usage, parce qu'en high-tech, en fait, des fois on a des solutions qui nécessitent beaucoup de réflexion en amont, beaucoup de développement, et une fois qu'elles sont installées, ça paraît tout simple, mais en fait avant c'était un peu plus complexe. Donc ce côté haute technologie, on l'accepte, et c'est plutôt en termes d'utilisation, de mise en œuvre, où on cherchait plutôt la faible technicité.
Et puis la nécessité d'entretien plutôt faible. Et puis, bien évidemment, l'objectif de ce guide, c'était d'avoir des solutions qui soient utilisables de suite. Et donc, il fallait qu'elles soient également compatibles avec le contexte français. Donc ici, on a la liste des solutions qui ont été sélectionnées, qui ne paraissent pas nécessairement exceptionnelles. L'objectif, c'était vraiment d'en parler, de pousser ce type de solution. Et donc, par exemple, la première que l'on voit ici, c'est le brasseur d'air. J'ai listé en orange, en fait, les solutions qui sont plutôt liées au confort thermique estival. Donc les brasseurs d'air, c'est très basique et c'est pourtant pas quelque chose que l'on voit si couramment que ça. La surventilation, le puits climatique, les vitrages à propriété variable, les brises-soleil orientables, les toits rafraîchissants, vous savez, c'est ce qu'on appelle les cool roofs, les toits blancs là. La végétalisation du bâtiment et de ses abords. Ça aussi, pas mal influencé à la base par mon autre projet Nature for Cities dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, quand je parlais de maturité, c'est que nous, notre objectif, c'était de lister que des solutions qui soient dans les techniques courantes. Tout à l'heure, on a parlé du cadre réglementaire. On a parlé des normes européennes, notamment. En France, on a quand même une contrainte, et on l'a vu sur un des planchers qui avait été présenté. Il y avait eu un ATEX, une FDES obtenue. Ça, c'est très coûteux et ça demande énormément d'étapes, de temps, de développement. Sans doute que les 10 ans de développement qui avaient été annoncés, c'est probablement parce que derrière, il y avait besoin de passer toutes ces étapes. Et avant, on peut avoir une solution qui respecte en fait le côté calcul Eurocode, mais finalement, avant qu'elle soit acceptée sur notre marché français, il faut également s'assurer qu'elle soit dans des règles professionnelles qui ont été acceptées par la Commission de prévention produits, soit qu'elles suivent des règles professionnelles RAGE ou maintenant c'est PACTE, des normes DTU. Et si on n'a pas ça, alors il faut obtenir, pour être dans le domaine des techniques courantes, un ATEX ou un ATEC. Et c'est ça qui est très coûteux, en fait, in fine. On peut éventuellement essayer de passer par un autre moyen, qui est l'ETN ou avis d'expert chantier, etc. C'est ce qui est tout à droite. On reste dans le domaine des techniques non courantes et ça va dépendre de deux entités. Ça va dépendre du bureau de contrôle et de l'assureur. Il faut que l'assureur accepte cet ETN. Donc, c'est pas évident, en fait, de pouvoir rentrer systématiquement dans le domaine des techniques courantes. Donc c'est un verrou important, je vous expliquerai après pourquoi je l'ai mentionné. Donc dans le guide, là on a juste un exemple de fiche solution que vous trouverez dans le guide. Pour chacune des solutions, on a aussi un focus biomimétisme et on a une évaluation selon 8 critères qui est fournie pour chacune des solutions. Là c'est juste un exemple, donc le brasseur d'air dont je parlais tout à l'heure, c'est très simple, effectivement. Juste avec une vitesse de 1 mètre seconde, ça équivaut à un refroidissement ressenti de l'ordre de 4 degrés. On diminue de 4 degrés la température ressentie. Donc finalement, c'est pas anecdotique, ça a véritablement un impact direct. Après, bien sûr, il y a des inconvénients. Dans un bureau, ça va faire envoler les feuilles, etc. C'est peut-être pas compatible avec tous les usages. C'est toujours à réfléchir avec l'usage. Depuis peu, l'ARE 2020 permet finalement de valoriser ce type de système. Ce n'était pas le cas avant. Et là, j'ai voulu mettre ce système-là parce que justement, c'est un point important. Si une solution n'est pas valorisée via un calcul réglementaire, très souvent, elle est tout simplement même pas réfléchie, même pas intégrée. Elle est évacuée parce que pour que ça passe, il faut que ça rentre dedans. Et là, c'est là où on passe par les titres 5, qui peuvent être soit titre 5 opération ou système. Et c'est pas forcément évident non plus à obtenir, puisque, toujours pareil, il faut le prouver, il faut passer par des étapes de validation, etc. pour pouvoir l'obtenir. Et c'est encore une fois un autre verrou réglementaire qui peut être coûteux. Enfin, pas réglementaire du coup, mais si, là pour le coup c'est réglementaire, puisque derrière c'est pour pouvoir être considéré dans le moteur de calcul RE 2020. Oui, je me dépêche. Donc voilà, donc il existe bien sûr des brasseurs d'air sur le marché, c'était juste pour montrer un exemple. Pour chaque fiche, comme je vous disais, on a un focus biomimétisme et on a également des exemples. Donc ici, par exemple, on a le centre œnologique Viavino à Saint-Christol, dont la maîtrise d'œuvre, c'est l'atelier Philippe Madec. Et donc, du coup, ici, on voit notamment qu'il y a des brasseurs d'air qui ont été mis en place, des brises-soleil fixes et mobiles, de la surventilation nocturne et un puits provincial. Je passe vite parce que j'ai pas le temps. J'aime beaucoup d'ailleurs ce bâtiment, le bâtiment B de Nantes aussi. Donc ici, c'est brises-soleil orientable et il y a de la végétalisation. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'atrium et l'aspect surventilation et ventilation naturelle qui fonctionne bien. Ils ont d'ailleurs retiré la climatisation adiabatique qu'ils avaient parce qu'ils n'en ont pas eu le besoin.
Et donc, du coup, je peux vous parler des innovations et des freins, etc. Et donc, mon autre projet, qui s'appelle Meta Building Labs, a justement pour objectif d'offrir la possibilité d'avoir des bancs d'essai pour l'innovation ouverte, avec un réseau européen d'innovation ouverte pour le développement et les tests de solutions d'enveloppe du bâtiment. Donc, il y a 40 partenaires actuellement et on est en train de construire un réseau européen qui serait une sorte de booking.com pour les infrastructures et les services innovants permettant d'accompagner les PME, les startups et les industriels à justement développer leurs solutions. L'idée, c'est de ne pas de pouvoir avoir plusieurs offres proposées et aussi de pouvoir répondre plus facilement à des choses un peu atypiques. En plus, dans ce projet, je travaille actuellement à l'adaptation de l'échelle TRL au secteur de la construction et j'ai classifié différents critères d'évolution en termes de maturité selon 8 catégories. Donc ici, on a par exemple la description et conception d'une technologie, la représentation de la technologie, les considérations marché et économiques, l'évaluation, les tests et les analyses nécessaires, l'étude environnementale, les contraintes opérationnelles et réglementaires, la considération de fabrication, le niveau de maturité de la solution en fonction de la chaîne de production qui est développée ou pas, et les aspects organisationnels et financiers qui sont considérés. L'objectif, c'est vraiment d'indiquer et d'évaluer facilement la maturité d'une technologie, d'adopter un langage commun entre des équipes qui soient techniques ou non techniques, de hiérarchiser rapidement et facilement les investissements à réaliser dans des technologies spécifiques, ça c'est pour les investisseurs, de comparer facilement et d'investir intelligemment aussi dans un projet et dans les éléments qui nécessitent d'être poussés en termes de montée en maturité. Et in fine, et c'est pour ça pour moi le plus important, c'est de définir plus facilement la liste des critères qui restent à valider pour atteindre les niveaux suivants et pour atteindre le marché qui est l'échelle TRL numéro 9. Donc ici, c'est juste un exemple vraiment de ce sur quoi je suis en train de travailler. Et j'ai également commencé à contextualiser justement cette liste de critères au contexte français, qui est vraiment, on peut se le dire, très particulier. Quand j'en parle aux autres pays européens, aux autres partenaires du projet, j'ai l'impression que le niveau de difficulté n'est pas le même en termes de contraintes. Donc voilà, donc là c'est la conclusion. Donc si vous êtes à la recherche de collaborateurs et partenaires de financement, de technologie, investissement ou de services innovants, vous pouvez déjà y accéder via la plateforme. On a parlé d'un réseau que vous faites, que vous avez développé. Mais par exemple, ce réseau pourrait aussi intégrer la plateforme. Ça, au niveau inscription, c'est gratuit. Et dans la plateforme metabuilding.com, il y a déjà un certain nombre d'entreprises et c'est un large écosystème à l'échelle européenne qui est recensé. Donc on peut tout à fait faire une entité spécifique pour un cluster spécifique ou un réseau spécifique. Et puis nous, ce qu'on est en train de faire avec Meta Building Lab, c'est vraiment développer de nouveaux outils qui seront aussi intégrés à cette plateforme dans le futur pour l'accompagnement au développement, pour proposer des infrastructures de test, des sites pilotes aussi aux innovateurs, et pour créer un passeport produit numérique qui sera aussi nécessaire et imposé par la nouvelle réglementation des produits de la construction dans les 5 ans à venir. En gros. Voilà. Merci.